Cet après-midi, nous allons découper l'après-midi en deux parties. La première partie étant des tables rondes qui sont annoncées ici. Donc 3 tables rondes. Première table ronde, retour d'expérience d'industriels, donc qui ont eu la gentillesse de venir témoigner et que je remercie encore une fois profondément. Ensuite, la deuxième table ronde où on a la chance d'avoir des acheteurs qui ont bienvenu également témoigner. Ça n'a pas été la partie la plus facile. Et enfin, la troisième table ronde avec des consultants et des experts pour lesquels il est important, je pense, de relayer la parole parce que c'est vraiment des difficultés qu'on rencontre au quotidien quand on accompagne des entreprises dans des projets de normalisation de la production. Donc voilà, nous allons démarrer avec la première table ronde. Donc je vais appeler Eric Wauters, Monsieur Benalia, Georges Morera, Mathilde Lu et Charlène Dupuis à venir nous rejoindre et à s'installer sur les fauteuils. Allez-y. Vous avez des micros, prenez les micros. Vous êtes bien installés, tout va bien? Donc, je vous remercie. Vraiment, merci de votre présence. Hop. Je vais juste faire ça. Voilà. Alors, pour commencer donc, cette première table ronde, ce que je vous propose, je vais vous proposer de faire un tour de table, de vous présenter. Je vais laisser la parole à Charlène pour commencer. C'est bon, ouais. Du coup, moi, c'est Charlène Dupuis, je suis responsable commercial et marketing du groupe Antoli. Moi, je suis Lu Mathilde, je suis responsable QSE-RSE chez Antoli. On termine, Georges Morera, le président du groupe Antoli. Bonjour à tous. Donc, je suis Eric Wauters, le PDG du groupe Wauters qui représente les entreprises BPAC en Bourgogne et Wauters, région parisienne. On est spécialisé dans la fabrication des packaging de luxe. Bonjour à tous. Du coup, je suis Abderrazak Benalia, donc directeur technique du groupe Wauters pour toute la partie impression, donc tous les pôles impression pour les 2 sites. Voilà. Merci. Je vous remercie. Je vais commencer par une question que je vais plutôt orienter aux dirigeants des 2 structures. Si ça ne vous embête pas, je vais commencer par Eric Wauters. Parce que, voilà, ma question c'est qu'est-ce qui vous a convaincu en tant que dirigeant de vous lancer dans une démarche de normalisation? Je pose cette question parce que c'est souvent un frein de la part de direction, c'est parfois un souhait de la part des responsables techniques et parfois la direction a un petit peu du mal. Or vous, dans votre cas, c'est plutôt l'inverse. C'est vraiment une démarche qui part de la direction dans vos 2 cas, que ce soit chez Antoli ou que ce soit chez Wauters. Oui, c'était une démarche qui partait de la direction parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, le groupe Wauters représente 2 entreprises. Donc BPAC, qui est une entreprise qui a été créée et qui s'est développée sur la base au départ de l'impression, et Charles Wauters, qui est une entreprise qui a débuté par le travail qui est connu pour son travail sur la dorure à chaud et le gaufrage. Donc à la base, on avait entre ces 2 entreprises un certain écart au niveau des compétences, en sachant que Wauters était plutôt reconnu, et notamment on est reconnu au niveau EPV, donc entreprise du patrimoine vivant, pour la partie dorure et gaufrage. Et par contre, donc ce qu'on a voulu faire, en fait, en se lançant dans la PSO, dans la normalisation de l'impression, c'est d'avoir un niveau identique au niveau des compétences des salariés au niveau de l'impression. Et d'ailleurs, ça s'est ressenti sur l'obtention de la PSO, puisque VPAC, qui avait démarré par l'impression, a obtenu la PSO, je crois, en quelques mois, assez rapidement. Et Wauters a mis un temps beaucoup plus long parce que les bases au niveau de l'impression, on n'avait pas toutes ces connaissances au niveau
au niveau des bases de l'impression, et c'est ce que nous a apporté la PSO, c'est d'avoir un niveau qui soit identique et surtout un niveau de compétence qui puisse être retrouvé par nos clients, puisqu'on travaille à 80%, 90% pour les mêmes clients, qu'il n'y ait pas d'écart de compétences entre BPAC et Voters. Voilà, c'est vraiment ce qui nous a poussé à travailler ensemble. Voilà. Très bien. Donc en fait, c'est l'intérêt primordial, c'était vraiment d'avoir exactement les mêmes rendus sur les deux sites, être capable de traiter un dossier finalement sur un site ou un autre en n'ayant pas de différence. C'était ça l'idée en fait. C'était l'idée et également l'idée de monter notre niveau de compétence. Et monter la compétence. Voilà. Le niveau de compétence global des des salariés, en salariés, fait, pour les deux entreprises. Absolument. Je vous remercie Thierry. Et donc Georges, je te pose la même question. Alors chez Antoli, c'est un peu différent parce qu'on n'a qu'un seul site aujourd'hui qui est dans le sud à Carcassonne. Et j'ai repris cette entreprise fin 2021. Et c'est mon prédécesseur qui avait initié cette démarche donc, de standardisation, Jean-Marc Rode, et que je remercie, même s'il n'est pas là aujourd'hui. En fait, l'idée, moi ce qui m'a séduit, parce que c'est surtout ça, c'est que d'abord et d'une, on voulait développer le packaging. Et le packaging, puisque nos univers se rejoignent, nous on faisait 0,1% quand je l'ai reprise en 2021. L'idée c'était d'accélérer ce développement. Aujourd'hui le pack pèse 40% de notre chiffre d'affaires, donc ce qui veut dire qu'on a fait un énorme pas avec beaucoup d'investissements, ça c'est sûr. Mais il fallait surtout aussi structurer aujourd'hui nos process, augmenter la qualité évidemment, parce qu'on voulait évidemment travailler dans le premium et dans le luxe, puisque c'était notre vocation et on voulait absolument le faire. Et donc, c'est vrai qu'on voulait ces deux axes, d'accord ? Et en même temps, il fallait absolument que dans cette entreprise, on y mette un peu de process et de la productivité. Parce qu'on était un peu plus lent, on venait du domaine du labeur quand même, de l'impression uniquement, d'accord ? Mais ce qui nous a permis de processer aussi bien la partie PAC et de monter les standards de qualité, et aussi bien sur la partie labeur. Et puis, ça nous a permis évidemment aussi d'augmenter la productivité. Ça, c'était hyper important pour nous, parce que on n'a qu'une seule machine, nous sommes plus petits à l'échelle aujourd'hui du monde du packaging, même si on va continuer notre croissance externe, ça c'est sûr, mais par contre, sur Carcassonne, on est encore petit. Donc il fallait absolument qu'on développe la productivité, sans dégrader les standards de qualité, et pouvoir aborder des clients aujourd'hui qui sont d'une exigence très forte. Tout à fait. Et donc c'est comme ça qu'on a initié, et on a accéléré même, on est allé même plus loin que les standards qu'on avait au niveau du PSO. Absolument. Et je suis très fier parce qu'on a obtenu notre renouvellement l'année dernière. Cette fois, c'est moi qui l'ai initié. Et donc, on l'a passé avec je pense, avec des indicateurs au vert. Donc, tout va bien. Oui, en fait, tu as vraiment su t'emparer de cette standardisation de façon à ouvrir à de nouveaux marchés. Et alors, j'en profite pour rebondir, mais peut-être je vais m'adresser à Charlène, commerciale. C'est que, est-ce qu'on peut considérer que cette démarche vous a vraiment permis de gagner des nouvelles parts de marché, des nouveaux marchés, puisque vous étiez à quelques pourcents et dans le packaging, et qu'aujourd'hui, ces 40%, ça pèse. Enfin, je veux dire, c'est pas pour rien. C'est sûr que cette démarche, pour le coup, elle aide beaucoup. 100% des clients, des prospects que je rencontre ont déjà eu des problèmes de couleur, de teinte. Quand vous annoncez à un prospect qui ne vous connaît pas que vous pouvez lui assurer une normalisation en termes de qualité et la répétabilité de la couleur, c'est un vrai atout, quoi. Donc clairement, ça fait la différence. Absolument. Et ça permet à des prospects qui ne nous connaissent pas, comme l'a dit Georges, ça fait quelques années qu'on est sur le packaging, donc on n'est pas encore peut-être bien connu dans cet univers-là, mais ça permet d'avoir une rassurance chez le prospect qu'on rencontre et qui puisse nous confier des marchés plus facilement. C'est ça. Et ensuite de maintenir, parce que vous prouvez dans votre quotidien que vous êtes capable, grâce à votre normalisation. Et ça fidélise aussi. Absolument, je suis tout à fait d'accord. Et je vais revenir, alors du coup je vais m'adresser à Benalia, je vais revenir peut-être sur la partie un petit peu plus technique, c'est-à-dire que concrètement, avec cette démarche, qu'est-ce que ça a initié ? Est-ce que ça a vraiment changé votre quotidien dans votre manière de produire, y compris pour les habitudes de certains salariés, enfin, sur leur poste de travail ? Le 1er juillet prochain, je fêterai mes 30 ans d'activité au sein de la même entité, et uniquement dans le domaine de l'offset. Donc les aléas, je connais un peu.
Ce que ça a apporté, c'est que c'est vrai que le département offset est très axé sur l'expérience des opérateurs, qui est très disparate en fait. La PSO, ça permet en fait de normaliser. La normalisation, ça permet de niveler et d'avoir une méthodologie unique dans l'approche des travaux, de la production. Ça permet de mettre aussi des modes opératoires et des procédures. Voilà. Et du coup, ça facilite le quotidien. Et pour tout ce qui est notamment au niveau des... Parce qu'on n'en parle pas souvent, mais il y a aussi toute la partie équipement, instruments de mesure, de contrôle, qui permettent d'identifier justement et de limiter ces aléas, ou en tout cas de les traiter très rapidement. Ce qui permet... vous avez des gains de productivité sur les temps de calage, sur les gâches, sur les démarrages. Et le pré-presse et l'offset étaient souvent ce qu'on appelle chien et chat, à se renvoyer les responsabilités sur les engraissements, les problématiques de plaques, la répétabilité des travaux sur les quadrichromies. On n'arrivait jamais à refaire 2 fois la même chose, et là, c'était chacun se renvoyait la faute. Là, il n'y a plus de débat, puisqu'on n'est plus dans le subjectif, mais on est dans le factuel. Voilà. Donc ça, c'était très important. Ça veut dire que les gens, maintenant, ont vraiment une connaissance beaucoup plus précise de ce qu'ils font, et ils savent identifier la responsabilité de chacun, finalement, à travers la chaîne graphique. Exactement. De façon à ne pas se renvoyer la balle inutilement et bêtement, quoi. Exactement, parce qu'aujourd'hui, on a des référentiels. Voilà, absolument, il y a des référentiels. J'aime beaucoup cette phrase. Et alors, je vais me tourner vers Mathilde. Quel a été le premier bénéfice visible, finalement, à la mise en place? Puisque vous, Mathilde, vous y êtes depuis le début. Chez Antoli, vous êtes depuis le démarrage, depuis le démarrage de la normalisation au sein d'Antoli. Vous avez vraiment suivi depuis le départ. Donc vous devez avoir une idée assez précise des premiers bénéfices visibles dans l'entreprise. Donc déjà, Emmanuel Do nous avait en fait prévenu qu'après avoir fait la certification, il était possible qu'on ait une recrudescence de non-conformité, et c'est ce qui s'est passé parce qu'on a donné la parole vraiment à toute l'entreprise, et donc il y a eu pas mal de petits problèmes qui sont remontés. Mais ce qui a fait également, ça nous a permis de les traiter, puisqu'on a fait des réunions mensuelles pour traiter ces non-conformités, et on les a éliminées au fur et à mesure. Et au bout de 3 ans, on s'est rendu compte qu'on avait réduit de plus de 50% les non-conformités. Ce qui est énorme quand même. C'est énorme. Oui, tout à fait. Et alors, avec le recul, les gains les plus significatifs que vous avez observés, donc là, j'ouvre la question à qui veut prendre la parole, notamment en termes de performance, rentabilité, gâche, etc. Est-ce que vous l'avez mesuré concrètement? Allez-y, je vous en prie, Eric, vous pouvez prendre la parole. Oui, en fait, ce qu'on voit immédiatement quand on a... le gros gain, c'est en fait les temps de mise en route de nos travaux. Au niveau de la répétabilité, des temps de calage sont divisés par 2 ou par 3, et également les temps quand on invite des clients à venir signer une couleur. En fait, on a divisé par parfois jusqu'à 10 les temps de calage. En fait, on avait des clients qui restaient plusieurs heures pour une quadrille. Pour une quadrille, la mise en place d'une quadrille, aujourd'hui, au bout de 3 feuilles, ils signent, on va manger un petit bout et ils rentrent chez eux. C'est là la différence. Et en termes de répétabilité, on a... ça, c'est Ben qui pourrait en parler plus que moi, mais je veux dire, on voit bien les gains de temps au niveau de la planification, parce que là, on prévoyait peut-être 2 ou 3 heures pour la mise en place. On le fait beaucoup plus rapidement. Mais je pense que vous devez avoir les mêmes résultats, en fait. Alors, c'est visible comme vous. C'est-à-dire que nous, on est passé de 3 équipes à 2, à l'impression, puisque finalement, on est allé beaucoup plus vite aujourd'hui dans les calages et dans le process. Ça, c'est une réalité. Et si je donne un chiffre qui est assez vertigineux, alors attention, parce que personne n'a été licencié, son départ volontaire, on est passé sur un chiffre d'affaires qui est resté constant, voire en progression, on est passé de 32 personnes à 22.
Et en réalité, ça nous a permis aujourd'hui d'aller beaucoup plus vite, d'accord, d'uniformiser évidemment l'ensemble des compétences, mais ce qui veut dire que le réel gain, on l'a obtenu aujourd'hui sur la productivité, sur le fait qu'on va beaucoup plus vite, d'accord, et en minimisant les non-conformités. Et ça, c'est extrêmement important pour nous parce que ça nous a permis de dégager évidemment les résultats qui vont avec, de baisser aussi nos prix de revient parce que nos clients sont de plus en plus exigeants, d'accord. Il fallait absolument qu'on travaille sur ces deux axes. Je voulais juste rajouter un élément sur, en parlant de 2.8 ou 3.8. Il faut savoir que chez Voters, on a aussi un travail qui se fait sur 3.8 et on sait bien que quand on doit imprimer la nuit, c'est parfois assez complexe de réaliser des teintes ou des produits un peu complexes la nuit. Oui. En fait, en ayant ce niveau de normalisation, au niveau de la planification, on se pose plus cette problématique de dire attention, on ne va pas mettre ce travail la nuit parce qu'il y a des problématiques avec la fatigue des gens, le manque de luminosité, etc., où c'est beaucoup plus difficile. Et donc, à ce niveau-là, c'est aussi un gain très important pour nous. Bien sûr. Et alors, comme vous disiez tout à l'heure, que ce soit Georges ou vous, Eric, c'est vrai que sur certains sites, ça peut mettre un certain temps, plusieurs mois. Hein, il y a eu des moments compliqués. Alors justement, est-ce qu'il y a eu des moments de doute en fait dans la démarche? Et là, je dirais avant d'obtenir la certification, parce que pour moi, j'estime qu'à partir du moment où la certification a été obtenue, c'est comme une récompense, j'ai envie de dire. Et de ce fait de cette récompense, les gens sont peut-être voient que leurs efforts ont payé, donc sont peut-être plus vigilants. Avant la certification, on est un peu dans le flou, on se dit on ne sait pas trop pourquoi on fait ça, etc. Donc j'imagine qu'il y a des périodes de doute. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de ces périodes-là? Et si oui, comment vous avez pu résoudre ça en fait? En fait, nous, on est au niveau du groupe Voters, on est parti sur... on ne s'est pas mis d'objectif de temps. C'était pas le but final de dire voilà, vous devez obtenir la PSO au bout d'un an. Ou, voilà. C'est ça. Et d'ailleurs, on n'a jamais mis de pression sur les équipes. Nous, ce qui nous intéressait, c'est de toujours voir cette évolution au niveau des compétences. Ça, c'est le plus important. Et même si aujourd'hui, les deux entreprises ont obtenu la PSO, c'est pas pour ça que demain, on ne va pas se relancer dans le renouvellement et dans la continuité. En fait, une formation, quelle qu'elle soit, dans n'importe quel métier, ça se calcule ou se visualise uniquement dans le temps. Et donc, on n'arrête jamais. Et nous, on n'a pas voulu mettre de pression justement sur les équipes pour pas qu'il y ait de tension, comme expliquait Ben, qui pouvait devenir plus importante entre le pré-presse et l'offset et dire on ne l'a pas eu à cause de vous, non, c'est à cause de vous. Oui, enfin, voilà, je veux dire, ça pas de, pour nous, ça n'avait pas de sens. Oui, absolument. Et du côté de chez Antoli Alors nous, on a fait la certification déjà dans un contexte un peu particulier puisqu'on était en plein Covid. Donc il y a eu une grosse période de doute effectivement pour est-ce qu'on va jusqu'au bout ou pas. Et deuxième point aussi, c'est qu'on avait forcément des caractères très réfractaires au changement. Et ce qui n'a pas permis forcément de faciliter les choses. Mais on y est arrivé quand même, on est allé jusqu'au bout. Et on est très fiers. Je voudrais juste rajouter quelque chose parce que moi je suis arrivé au moment où on était certifié, juste quelques mois avant la signature. Et la réalité c'est que pour nous le PSO il a commencé à ce moment-là. C'est-à-dire que nous il a fallu qu'on le fasse vivre. Et Mathilde, je la rejoins parce qu'on avait des personnes très réfractaires. Enfin, la question qui s'est posée c'est qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Parce qu'ils y étaient. Et la question c'est comment on l'anime au quotidien. Donc Eric disait un truc très juste, ça a fédéré aussi les équipes. Enfin en tout cas ils se parlaient un peu mieux. Et moi, j'avais toujours cette guéguerre entre la prod, la fab, le pré-presse, enfin, c'est systématique. Et ça a permis, à un moment donné, de pouvoir les faire parler ensemble. Et je les ai réunis petit à petit. Mais ça a commencé à partir de ce moment-là. Et on l'anime toujours, hein, parce que j'ai encore des gens qui se posent la question à quoi ça sert. Donc, je suis obligé de le rappeler même 4 ou 5 ans après. Et alors, justement, quand les gens se posent la question, on pourrait se demander pourquoi les gens se posent la question. Est-ce qu'ils se posent la question parce qu'ils n'ont pas conscience des gains de productivité, parce qu'ils n'ont pas connaissance des chiffres? Parce que c'est quand même curieux de se poser encore la question, alors avec les chiffres que tu nous as annoncés finalement.
Après, c'est une question, je ne parlerai pas de cette personne, évidemment, en particulier. On a toujours des dinosaures aujourd'hui au sein de nos équipes et qui le restent, d'accord ? Vous les avez connus en plus, pour ceux qui sont venus le rencontrer. Je ne citerai pas de nom, évidemment. Mais si vous préférez, la difficulté, c'est que le PSO, c'est un collectif, d'accord ? Et que parfois, il y a des gens qui jouent un peu solo. Et c'est la plus grande difficulté, ça, d'accord ? Donc, quelque part, on est aussi obligé de contraindre. Et je pense que si je donne un conseil, c'est que parfois, il ne faut pas dévier de sa route. Donc, quand on a décidé de l'appliquer, nous l'appliquons, on le fait vivre. Tout le monde doit le faire vivre, d'accord ? Et on ne dévie pas à cause de quelqu'un. Absolument. C'est surtout ça. Ouais, très bien. Très bien, merci. Avant de continuer les questions, je vais me tourner vers le public. Peut-être que parmi vous, il y aurait des gens qui souhaiteraient interroger nos témoins. Je viens vers toi. Oui, c'est à toi. Déjà félicitations, évidemment. Enfin, bon, l'entreprise que je connais le mieux, c'est évidemment Voters. J'ai 3 interrogations qui m'obsèdent. La première, c'est que il y a 14 ans, Élie et moi et Pascal Jinglet lancions la même opération de regroupement, si je puis dire, de travaux pour essayer de synthétiser tout le plan d'action qu'on avait mené sur 50 diagnostics à l'époque. Et puis on essayait, et Élie avec sa pédagogie et son approche scientifique, de faire progresser ce que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire l'ambition industrielle en fait, et la réorganisation des process, la description de ce que l'on fait et comment on peut demain aller vers cette optimisation industrielle. Mais le monde a changé, c'est sûr. Et le travail que vous avez fait en interne, il est excellent. J'en suis absolument certain par rapport à ce que disait Eric et ce que disait notre ami Nantoli. Mais dans les rapports avec les donneurs d'ordre, et c'est mon deuxième sujet, entre autres activités, l'unique, je gère des litiges de fabrication en fonction des usages professionnels. En face de moi, chez les donneurs d'ordre, vous avez beau être 12647-2 ou autre procédé, vous avez de l'intuitif et de l'inexpérience, voire même des approches très flexibles par rapport à la qualité exigée. Très flexibles. Comment on marie cette équation ? Vous êtes devenus des industriels, vous garantissez la répétibilité, quel que soit le procédé d'ailleurs, et vous avez en face de vous parfois des très grands, alors pas des divas comme celles qui viennent chez Voters, mais d'autres, qui sont parfois des stagiaires. Et quand vous parlez des coûts de non-qualité que vous avez réussi à réduire, mais ils sont contestés par les donneurs d'ordre. Aujourd'hui, il y a des intermédiaires qui prétendent beaucoup de choses sur la qualité ressentie. Et vous passez des heures en médiation, ce qui est mon cas, parce que malheureusement, quoi que vous disiez, quoi que vous fassiez, en disant que vous êtes complètement dans les règles, on vous dit, monsieur Eric, au-delà de 12647, c'est votre obligation de conseil. Vous devez détecter autre chose encore que ce qu'il y a dans le périmètre de la norme. Ça, c'est profondément fatigant parce que ça porte sur des montants colossaux avec des gens qui sont pourtant des grands donneurs d'ordre, y compris du luxe. Et puis la troisième chose, j'ai un témoin avec Élie. Il a tout fait pour essayer, évidemment, et c'est lui qui m'a convaincu avec Christophe de revenir sur le CNTCG, pour essayer de développer, de diffuser. Et quelques années après, 14 ans après, qu'est-ce qui reste de notre message standardisation ? Eh bien, il reste que certains de vos confrères disent standardisation, oui, réorganisation des compétences, oui, certification, jamais. Merci Pascal. C'est pas sympa. Non, c'est pas très sympa. Non, je plaisante. Oui, la démarche. Est-ce que vous voulez rebondir ? Ou est-ce que... Ouais. Je laisse Ben rebondir. Moi, j'ai parlé des divas seulement. Alors, je les ai connus, oui, mais un peu plus longtemps que 14 ans.
j'allais les chercher à la gare TGV, elles montaient derrière, hein, et je leur racontais un peu l'historique de la Bourgogne le long du canal, jusqu'au site de Bépac. Néanmoins, elles étaient très professionnelles. C'est des gens qui restaient en poste très longtemps, voilà, dans leur secteur d'activité. Elles visitaient énormément les sites, et elles étaient très ouvertes à la technicité. Voilà. Et donc, il y avait l'acquisition d'une maîtrise quand même, au bout d'un certain temps, qui faisait qu'il y avait toujours des compromis. Alors, je les ai connus chez Bépac sur la partie quadrichromie. Je pense notamment à une en particulier, qui était sur Lancôme. Mais c'était des gens très compétents. Là où je vous rejoins, c'est que la génération aujourd'hui, en fait, on a des gens qui sont très jeunes, sortent pour la plupart d'école, ont une pression énorme, lancés dans le bain, avec effectivement, je pense, un peu lâchés tout seuls, qui doivent prendre de grosses décisions et qui arrivent dans un atelier d'imprimerie où pour eux, l'encre, c'est de la peinture. Voilà, déjà là-bas, ça, oui, effectivement, c'est compliqué. Alors vous me dites, oui, la normalisation, les références ISO, d'accord. Ça reste quand même une minorité parce que je pense que le plus important, ce qui les intéresse, c'est qu'on arrive à leur démontrer qu'on a des procédures, on a de la méthodologie, on a des modes opératoires, d'accord ? La certification, c'est important. Ils se rapprochent, ils regardent qu'est-ce que c'est que cette ISO, et ils se rendent bien compte qu'il y a l'EuroF, elle est prise en charge dans la chaîne graphique au travers de tout un processus maîtrisé avec des garde-fous pour au final leur donner un produit qui est conforme à leurs attentes. D'accord ? Maintenant, si on rentre un peu dans les détails, on prend le cas des Aprovols. Ça, c'est quelque chose sur lequel on a énormément travaillé. Je vais vous donner un exemple concret. 2 exemples d'ailleurs. Le premier, c'est que on a reçu un client qui est venu un matin en BAT chez Voters pour une gamme génétique chez Lancôme, une gamme premium avec une quadrichromie. Donc entre-temps, il avait envoyé le double au service pré-presse de Voters. Je le récupère le matin, donc on travaille, on se base sur la Provol et on se rend compte que en maintenant les 4 couleurs primaires dans des valeurs standards de densité sur une quadri normée, on était complètement à côté de la plaque par rapport à son Aprovol qui pourtant avait l'autocollant certifié. Bon, le client arrive, on travaille, on tourne autour du pot, mais on n'est pas dedans. Et on finit par faire ce qui a après motivé le passage et la PSO, à mettre de la laque, à laquer 2 des 4 couleurs primaires. Et encore, le résultat n'était pas probant. Il part, ça tergiverse pendant toute une journée. Il finit par signer forcé et contraint. Donc, le client n'est pas content. On a passé une journée en BAT et on a fini par faire ce qu'il ne faut jamais faire, ce qu'un imprimeur ne devrait jamais faire, c'est-à-dire modifier des encres quadrichromiques. Après la certification, se retrouve le même cas de figure. Sauf que là, on a une épreuve Epson. On a une imprimante et on sort l'épreuve, qui est la conformité des fichiers qu'on a reçus de leur photograveur. C'est le même client, pour, encore une fois, la gamme génétique, même si c'est notre quadri. Et on se rend compte qu'entre ce que nous a remis le client et ce qu'est réellement les fichiers qu'on va transformer en plaques pour les imprimer par la suite, ce n'est pas du tout la même chose. Donc quand le client y vient, on lui explique de manière factuelle la situation. Donc là, il reprend son Aprovol et il repart et il refait bosser son studio.
Aujourd'hui, on n'a pas perdu de temps. Et quand les occasions se présentent, on génère toujours une approvol qu'on compare avec celle du client. Et quand c'est bon, on met en machine, on est dans les valeurs standards qui ont été réglées selon un mode opératoire. Et quand on est dans la densité de couleurs, la quadrichromie qu'on imprime correspond à l'approvol du client, qui est conforme au fichier que son photograveur, qui est un cabinet externe, nous a fait parvenir. Et comme on disait tout à l'heure, les BAT, plutôt que ramener le client à 18h40 au TGV du Creusot, en général, ils font un petit déjeuner, comme dit Eric, et ils sont dans le train à 14h40. Et nous, on a gratté 4 heures de BAT. Et vous multipliez ça par 3, ça vous fait 12 heures de production en plus. Voilà la réalité aujourd'hui avec ce genre de client, parce qu'on est dans le factuel. Oui, je pense, enfin, juste pour rebondir aussi sur... J'entends la réflexion que tu as pu faire, Pascal, en disant qu'en effet, aujourd'hui, on a des donneurs d'ordre qui peut-être ne connaissent pas le métier, etc. Et sûrement. Mais justement, la normalisation de la production, ça permet ça. Ça permet de mettre en confiance le donneur d'ordre. De façon, moi, je trouve que l'exemple est magnifique. Enfin, l'exemple de Benalia est vraiment magnifique. C'est-à-dire que ça permet de dire, bah oui, on vous met en confiance. Et à partir de ce moment-là, faites-nous confiance. Pourquoi ? Parce qu'on a des procédés qui sont éprouvés, on a un référentiel, on ne se base pas sur rien. Voilà. Donc je pense que c'est vraiment... Enfin, pour moi, ça illustre tout à fait ça, quoi. Il a parfaitement raison. Aujourd'hui, on est confronté à des gens qui prennent en termes de compétences, ne connaissent absolument pas notre métier et veulent absolument... voilà. Ils ont une subjectivité. Voilà. Une subjectivité... Nous, notre rôle, déjà, ça passe déjà par le cahier des charges qu'on soumet en fait à leur photograveur pour travailler selon des normes bien précises, ce qui est respecté dans 90% des cas aujourd'hui, parce que, en l'occurrence, L'Oréal, c'est même quelqu'un qui est proactif là-dessus. Donc, on arrive déjà à travailler et à leur faire respecter le cahier des charges. C'est déjà en soi une performance. Mais après, quand on a une approche très factuelle, en expliquant les choses, et que voilà, vous leur dites aujourd'hui le reflet exact des fichiers que votre photograveur nous a envoyés, voici la provol, voici le résultat qu'il y aura, et voici si vous voulez exactement ça, il faut qu'on reste dans les valeurs standards. Et si ce n'est pas ça, si ça ne correspond pas à ce que vous avez, c'est que les fichiers ne sont pas conformes. Et aujourd'hui, on peut le prouver, ça. Et ce qui veut dire qu'en fait, quand on dit pas de certification, justement, quand on a une certification, à travers l'exemple de Ben, qu'est-ce qu'on fait quand on a une certification? On rassure le client. Parce que le client, en fait, il dit, bon, bah, vous pouvez y aller chez Voters, ne vous inquiétez pas, vous aurez le résultat. Alors, ils sont peut-être un peu plus chers, mais on ne sera pas embêté. Non, mais bien sûr, mais au final, ça sera moins cher. C'est ça, ça sera, oui. Mais... Bah oui, à terme. Et compétences, ça se paye. Absolument. Je comprends parfaitement la réflexion. Alors, nous, on n'a pas de diva. Et d'ailleurs, j'ai 2 clientes qui sont là, qui vont témoigner. Mais c'est très compliqué parce que aussi bien les jeunes stagiaires ou les jeunes qui démarrent, les donneurs d'ordre, je pense, ne savent pas que ça existe. Mais aussi bien les gens qui ont beaucoup d'expérience ne savent pas que ça existe aussi. Parce que nous, on a des acheteurs aujourd'hui ou des acheteuses qui ont 10, 15, 20 ans d'expérience et qui ne savent pas non plus, d'accord, à quoi ça correspond. Et donc, c'est notre métier, c'est vrai. Et je rejoins ce que disait Charlène tout à l'heure, parce qu'elle en parle beaucoup. Alors là, pour le coup, on a 2 clientes qui sont là, Emma et Marie, qui représentent un client pour nous très important. Et en plus, leur cas est très concret parce que elles avaient des étuis qui étaient fabriqués avec 5 Pantone. Oui, ils ont choisi toujours la difficulté. Et puis, s'est posé la question un jour de savoir comment on pouvait de passer en quadri, plus 1 Pantone, ce qui a été très compliqué. Mais c'est notre certification, finalement, qui a rassuré énormément, parce que de passer en quadri, ça veut dire aussi le répéter à chaque fois sur leurs étuis. Ça veut dire aussi être très proche de ce qu'ils avaient auparavant et au préalable, sans faire d'essai, puisqu'on parlait de sortie couleur, et donc il faut être capable de rassurer en permanence par rapport à des fichiers. Et tout ça, ça a fait qu'aujourd'hui, on a une confiance énorme, ça c'est sûr. On est en train de retravailler en ce moment.
C'est pas des divins que vous allez entendre, mais ce sont des gens qui ont compris en fait à quoi ça servait. Mais ça a été une pédagogie énorme, 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 parce que personne ne connaît ça. Et même parmi nos clients les plus anciens même, ils savent pas ce que ça veut dire. Ils nous disent on veut de la qualité, c'est tout, point barre. Oui, c'est ça. Non, mais ça illustre bien. Moi, je trouve que ça aussi, ça illustre le problème que tu as soulevé, hein, qui est un problème, à mon avis, récurrent et qui viendra de plus en plus. Est-ce que une autre personne souhaite poser une question, ou est-ce que je clôt la première table ronde? Ok, donc on va rester là. Avant de clôturer, si vous aviez un tout petit mot de conseil au chef d'entreprise qui souhaiterait se lancer dans la normalisation de leur production, en un mot, quel argument en fait pourrait les faire basculer? Pour ceux qui veulent répondre. Oui, je vais répondre en leur disant, bon, d'abord il faut un peu de courage pour se lancer. Il faut du courage parce que quand on ne le connaît pas, nous-mêmes, c'est encore plus difficile. Mais le seul conseil que je donnerais, c'est que nos résultats sont probants, ça c'est sûr. Après, la réalité, c'est que je crois qu'il faut engager et embarquer toute une équipe et toute l'entreprise, je pense, dans cette certification. On peut contraindre les gens, les convaincre, c'en est encore une autre. Et je pense que moi, par exemple, si je devais le refaire, et si on doit le refaire à nouveau, parce qu'on l'a fait pour le renouvellement de la certification, j'embarquerai beaucoup plus, et j'impliquerai d'ailleurs davantage aujourd'hui les salariés. Les salariés. Tout à fait. Les salariés. Merci Georges. Ouais, le conseil que je pourrais donner, c'est il faut que vous soyez convaincus à 120% et ne pas mettre de barrière de temps et voilà, et mesurer jour après jour les progrès de vos équipes. Et c'est ce qui vous permet de continuer. Mais bon, je crois qu'on est là, les exemples que nous, on referait, on resignerait dès demain pour la PSO et un renouvellement. Il n'y a pas de problème. Hein. Absolument. Moi, je vous rejoins du coup. Moi, si c'était à refaire, si j'ai un conseil à donner, c'est la pédagogie avec les équipes, parce que je pense à l'exemple que vous avez donné tout à l'heure. Il y a toujours les imprimeurs, c'est un ego démesuré, il y a des habitudes, et surtout, voilà, c'est faire tomber un peu les réticences, les a priori. Donc, avant de me lancer, je ferai tout un travail de pédagogie, d'expliquer pourquoi, de donner des exemples, peut-être aussi leur faire rencontrer des gens qui l'ont obtenu et qui ont vu tout un intérêt, parce qu'en fait, la technique, on finit toujours par l'avoir. Voilà. Par contre, l'adhésion, ça se construit. Exactement. Tout à fait. Donc, si c'était à refaire, si j'ai un conseil à donner, c'est commencer déjà par vraiment faire en sorte que convaincre les équipes d'embarquer. Pour moi, je ne considère pas ça comme un projet. Je pense qu'il faudrait faire une approche plutôt comme un axe stratégique pour une entreprise. Bien sûr. La normalisation. C'est un projet d'entreprise essentiel. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Voilà, c'est le conseil que je donne. La pédagogie avant, bien préparer les équipes et après se lancer. Absolument. Voilà. Pour éviter l'essoufflement. Exactement. Ouais. Ouais, exactement. Tout à fait. Je rejoins tout à fait ce que vous avez dit. Hein. C'est l'adhésion, travailler là-dessus, créer des ateliers peut-être pour essayer d'embarquer les gens et essayer de les sensibiliser au maximum pour que l'entreprise soit entièrement engagée. Hormis tout ce que vous avez dit sur la partie, je vais parler aussi de la partie client et commercial. Si vous avez des doutes, demandez un peu à vos clients si demain ils seraient pour justement se lancer avec une entreprise qui permet de garantir la répétabilité de la couleur. Vraiment, encore une fois, encore la semaine dernière, on est venu nous chercher pour ça. Donc, je pense que c'est important de sonder aussi votre marché. Très bien, merci Charlène. Merci à vous toutes et tous. C'était un super témoignage. Et vraiment, il n'y a plus de doute aujourd'hui sur la normalisation. Hein. Quand on vous entend, on se dit que normalement,
tous les imprimeurs vont passer le pas. Merci beaucoup. Allez-y.